Bonjour Emmanuel Darl. Bonjour, Voilà, bonjour, vous merci. êtes docteur en informatique, enseignante, chercheuse et surtout vous avez publié un très bon livre, IA, illusion d'avenir et non pas intelligence artificielle, mais si justement, c'est exprès, c'est un acronyme, avec un examen en fait de l'état de l'art de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est un livre très pédagogique où vous commencez par nous expliquer comment ça marche. J'ai même eu l'impression de comprendre, c'est dire à quel point vous êtes pédagogue, et ensuite quels en sont les dangers. Tout à fait, ce livre, en fait, il vise à exposer tout ce qu'on ne dit pas finalement au grand public sur ces technologies. Alors, il est question, bien sûr, d'emploi, de santé, de justice, d'éducation. Il lève aussi la question autour des garde-fous qui manquent cruellement au cadre législatif et au déploiement de l'IA dans tous ces secteurs, finalement. Alors, Voilà. ce livre nous mène depuis vraiment l'explication de ce qu'est l'intelligence artificielle jusqu'à un manifeste, en fait, pour refusons une société automatisée, défendons notre humanité. On va y revenir. Je voudrais vous interroger sur deux exemples que j'ai trouvés particulièrement frappants, et notamment, évidemment, l'exemple du Covid. Où là, on a senti que l'intelligence artificielle était brandie comme l'outil salvateur par excellence. Tout à fait. En fait, il faut comprendre que les algorithmes dans les plateformes, qui régulent finalement les contenus, possèdent des intelligences artificielles pour, exposer finalement l'utilisateur, enfin pour enfermer l'utilisateur dans ce qu'on appelle un filtre à bulles. C'est-à-dire lui soumettre toujours des choses qui vont aller dans ses croyances et qui vont servir finalement une sorte de propagande. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. J'ai publié à côté de à côté de ce livre, hein, qui vient de sortir, j'ai publié un travail de recherche autour justement de la suppression des contenus faits par, YouTube, notamment émanant des gouvernements. Et il s'avère que c'était évidemment des contenus qui n'allaient pas dans le sens de ce que le gouvernement, disait officiellement. Revenons là-dessus, parce que c'est vrai, on a commencé à s'interroger sur l'efficacité des vaccins, on a commencé à s'interroger sur le pangolin. Était-ce un pangolin? Était-ce une chauve-souris? Était-ce une licorne? Était-ce par hasard les Chinois? YouTube, effectivement, bannissait les contenus qui ne correspondaient pas au récit officiel américain, européen, français. Et je vous cite, sous couvert de lutte contre la désinformation médicale, on a vu émerger des mécanismes de filtrage automatisé de l'opinion, des déréférencements massifs, voire la suppression de comptes jugés déviants. Les plateformes ont été mises au service d'une politique de santé publique centralisée, souvent opaque, et les frontières entre modération technique, alignement idéologique et injonction comportementale se sont rapidement estompées. Et ça, c'est vraiment l'intelligence artificielle au service du pouvoir qui a permis que ce soit une chape de plomb quasi immédiate. Tout à fait. Alors, c'est pas fini, hein, puisque c'est actuellement, en cours. C'est-à-dire qu'on a des plateformes. Je cite, l'exemple de YouTube parce que en faisant moi, j'ai fait partie du conseil scientifique indépendant que nous avions formé, avec différents chercheurs. Nous avons eu notre chaîne YouTube automatiquement supprimée à plusieurs reprises. Tout ça pourquoi? Pour avoir fait de la recherche sur les bases de données de pharmacovigilance concernant la vaccination, concernant les vaccins Covid. Je ne crois pas que ça soit un délit, de mener des recherches académiques qui ne vont pas forcément dans le sens de l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, toutes ces plateformes contribuent à une polarisation du débat public, contribuent à supprimer finalement, rayer de la carte typiquement, certaines opinions en les rendant non défendables. Et c'est d'ailleurs ce que je note également, ce que je relève dans le dernier chapitre, c'est que ça va dans le sens de ce que disaient il y a très longtemps plusieurs philosophes en disant bah, finalement le pouvoir, le totalitarisme s'exerce si on rend finalement certaines opinions entendables et non entendables. Et c'est ce qui s'est passé. Tout ça, ça nous conduit inexorablement vers des dérives totalitaires et on le vit encore aujourd'hui. On le vit aujourd'hui avec effectivement la liberté d'expression constamment menacée, mais ce que vous nous dites, ça va plus loin en fait. C'est que l'intelligence artificielle, insidieusement, est présente en fait dans tous les mécanismes de décision gouvernementale.
Alors, tout à fait. Si on prend, par exemple, vous savez, la surveillance de masse, par exemple, sur la reconnaissance faciale, imposée donc au moment des JO, sous couvert de sécurité. On avait dit, moi c'est ce que j'avais compris en tant que citoyenne, que cette surveillance algorithmique allait s'effacer après les JO. Aujourd'hui, on nous dit que finalement non, elle risque d'être déployée un peu partout en France. Donc ça va dans une augmentation sans cesse et démesurée finalement d'outils de surveillance de masse pour aboutir. Et on peut se poser la question, c'est quel modèle de société vers lequel nous allons? Moi, ce que je vois, c'est que, on est en train de suivre l'exemple du crédit social à la chinoise. Alors insidieusement, en évitant de lui donner son nom, finalement. On incite les gens, à ne plus payer, avec du cash. On met en place l'identité numérique. On met en place la reconnaissance faciale. Finalement, c'est ce que dispose déjà la Chine. En fait, sous prétexte de sécurité, et alors que les conditions sont censées être normales, rappelons que Manuel Valls nous a expliqué qu'il fallait qu'on apprenne à vivre avec le terrorisme. Bon, merci Manuel, c'est fait. On a appris. On a dorénavant, en France en tout cas, cette surveillance algorithmique qui signifie que ce que je fais, le moment où je le fais, le lieu où je le fais, autrement dit mon action, ma localisation et mon emploi du temps, sont susceptibles d'être repérés et archivés, et surtout je suis identifié à chaque fois. On sait que j'ai acheté telle chose avec telle carte de crédit ou tel autre moyen de paiement, mais ça tombe bien, la caisse enregistreuse du commerçant est connectée elle aussi, et donc on peut me tracer en permanence. Alors c'est censé me rendre libre, et c'est censé faire en sorte que je sois totalement à l'abri. Alors d'une part, quand on voit la multiplication des incivilités, je mets le terme avec tous les guillemets ironiques nécessaires, des meurtres, en fait, des assassinats, des viols, des arnaques, de toutes les tentatives totalement asociales qui sont pratiquées de plus en plus souvent sur l'ensemble du territoire, on voit bien que cette surveillance ne marche pas, et néanmoins, le gouvernement continue à insister sur la nécessité de cette surveillance. Tout à fait. C'est finalement au prétexte de vouloir sécuriser, on va dire un espace, les espaces publics. On va mettre en place des mesures coercitives et finalement tout refus va devenir suspect. Et il est là le fond du problème, c'est qu'à un moment donné, la liberté, les libertés fondamentales, les libertés de droit à la vie privée ne sont pas négociables, elles sont inscrites au niveau constitutionnel, elles font partie même des, de, enfin, de la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir s'exprimer librement, le, chacun doit avoir le courage de ses opinions aussi. Je veux dire, on n'a pas le droit à un moment donné de dire toi tu penses mal, toi tu penses bien, etc. Et c'est là vraiment tout le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui devient de plus en plus une prison. On l'a vécu pendant la crise Covid. Ça a été, on va dire, l'exacerbé, enfin Le paroxysme le paroxysme de tout ça, excusez-moi. Et donc, et aujourd'hui, pour autant, c'est pas fini. Quand on déclare, par exemple, vouloir mettre des systèmes de contrôle pour aller vérifier les messages privés, le chat contrôle, etc., c'est une atteinte au secret des correspondances. Mais pour autant, je vois pas de levée de bouclier de par aussi les pouvoirs politiques pour justement permettre une totale liberté des citoyens. Je vois de l'opposition, on va dire, beaucoup d'agitation, mais au final, il n'en demeure pas moins que on a la surveillance algorithmique, il y a le DSA, demain on aura le chat contrôle, et c'est pas fini, ça continuera. Alors, Voilà. il y a la quadrature du net nous en parle en permanence. Ils sont un peu à gauche, mais au moins ils ont un travail de vigilance tout à fait remarquable. Vous dites au début de votre livre qu'il faut en fait en finir avec le mythe d'une intelligence artificielle inévitable, neutre et bienveillante.
Parce que c'est comme, on nous dit en fait, il y a pas de, on ne peut pas revenir en arrière. L'intelligence artificielle, c'est évidemment la solution. Rassurez-vous, l'intelligence artificielle, elle est évidemment neutre. Emmanuel Macron a prétendu en faire une il y a à peine un an, et on a vu immédiatement à quel point elle était idéologiquement biaisée. Et elle est forcément bienveillante, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, le fait qu'une machine prenne le contrôle, ça, au contraire, c'est tellement libérateur, aucun problème humain. Et vous nous dites, mais pas du tout. D'abord, elle n'est pas inévitable, on peut continuer à faire sans, dire l'humanité s'est construit sans. Elle n'est pas du tout neutre, elle est bourrée des biais idéologiques de ceux qui la conçoivent. Elle n'est pas du tout bienveillante parce qu'en fait, elle est au service de ceux qui la gouvernent. Tout à fait. Et puis, elle est surtout le reflet finalement de nos inégalités sociétales et de nos discriminations que finalement on tente de gommer désespérément depuis toujours. Et l'intelligence artificielle encode justement ces inégalités, ces discriminations. Et elle les met en avant. Donc forcément, elle les catalyse. Donc elle ne peut pas être neutre et bienveillante. Ça, c'est un mythe. Et c'est ce que je démontre justement dans ce livre concernant l'emploi, concernant par exemple les process de recrutement à travers les outils RH, concernant également la santé. Je vais prendre un exemple d'un article qui a été paru dans Science il y a pas très longtemps. 99% des IA qui sont déployés aujourd'hui dans le secteur de la santé possèdent des biais de données. Des biais de données qui vont conduire à exacerber certaines inégalités, certaines discriminations qui touchent principalement toujours les mêmes, finalement, les classes minoritaires. Les pauvres. Exactement. Les pauvres ou alors les personnes aussi racisées dans les pays occidentaux, etc. Et là, c'est un exemple qui m'a particulièrement interloqué parce qu'on entend tous dire « Ah mais l'IA c'est génial quand vous avez une intelligence artificielle qui en fait est le robot avec lequel vous êtes en train de discuter, même avec la voix, en fait, les gens ont l'impression que la personne est beaucoup plus empathique, le diagnostic est beaucoup plus sûr, l'imagerie médicale a été révolutionnée par l'intelligence artificielle et vous nous dites mais en fait il y a juste un petit problème, c'est que l'immense majorité des données, c'est avec les peaux blanches. Et donc, si vous êtes un noir et que l'intelligence artificielle essaie d'interpréter le scan qui a été fait, la photo de votre peau, en fait, elle n'a pas de données qui lui permettent de repérer la lésion cancéreuse. Tout à fait. Et ça a été prouvé notamment en fait sur les peaux, voilà, sur les peaux foncées. Il y a eu des études qui ont été menées en dermatologie. Ce problème de biais de données, il est bien connu en fait. Faut comprendre que, alors, il est peu connu du grand public, mais il est bien connu notamment des parlementaires européens, puisque il est même question justement de ces biais de données dans l'AI Act. L'AIAT, ça veut dire C'est la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle qui a été qui est rentrée en vigueur en août 2024. Et il est également repris dans la Déclaration de Montréal pour une intelligence artificielle responsable et éthique de 2019. Donc c'est quelque chose de bien connu finalement. Dans l'AI Act, il est question également, et il y a un article qui est assez fort et qui dit qu'on n'a pas le droit, que les États-nations n'ont pas le droit, logiquement, d'instaurer des intelligences artificielles dans l'espace public si elles possèdent des biais de données. Hier, quand M. Retailleau a déployé la reconnaissance faciale concernant les JO de Paris, en fait, on n'a jamais eu d'audit pour s'assurer que ces systèmes ne possédaient pas des biais de données. Et donc, il y a quelque part un petit problème réglementaire. Et pour en revenir sur l'imagerie médicale, moi, je suis dans une équipe CNRS, justement, où on travaille beaucoup dans l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, on peut faire des choses très, très pointues, mais nous, on développe le concept de dire que à la fin, ce n'est jamais un algorithme qui prend la décision. C'est toujours un être humain, c'est toujours un radiologue avec son expertise, son expérience. Et je pense que c'est ça la différence. C'est-à-dire que soit on conçoit l'IA en disant « Ok, ça peut être une aide, mais attention, ça reste juste finalement comme les anciens arbres décisionnels qui existent depuis toujours, les systèmes experts, etc., qui existent depuis les années 70, ou soit finalement on délègue entièrement la responsabilité à des IA. Et il est là le danger, c'est qu'on va plutôt vers une délégation de pouvoir plutôt que justement de conserver le contrôle.
Alors, Alors, délégation de pouvoir ou contrôle humain, c'est tout l'enjeu. Je suis en train d'en parler avec Emmanuel Darle, qui a écrit IA, Illusion d'avenir, aux éditions Résurgence, c'est le tome 1. oui, Donc voilà, donc, on espère que vous allez pouvoir continuer longtemps. oui. Tout à l'heure, évidemment, Alexis Poulain nous rejoint pour nous parler de Macron et de la guerre, et on en parlera peut-être d'ailleurs d'intelligence artificielle militaire. Mais tout de suite, continuons ce questionnement passionnant. Quand on dit délégation totale à l'intelligence artificielle, c'est plutôt déresponsabilisation totale, en fait, et de l'individu, Oui. voilà, qui se dit « je suivrai l'IA quoi qu'elle me dise », et surtout du gouvernement qui prétend mettre en place un outil idéal qui ne prendrait que de bonnes décisions. Tout à fait. Alors, il y a cette vision de dire que finalement, l'IA serait supérieure à un être humain. Et la question de la responsabilité, elle est complètement effacée devant l'opacité finalement du système. Aujourd'hui, même les développeurs ne savent pas pourquoi finalement une IA basée sur des modèles de deep learning, c'est-à-dire des perceptrons multicouches assez évolués, aboutit à telle ou telle probabilité en termes de réponse, de décision. Donc finalement, on a un régime de responsabilité qui est totalement... On nage dans un flou juridique. La question de la responsabilité, notamment, n'est absolument pas adressée dans l'AI Act. On nous dit, oui, mais finalement, ce sera les juridictions des États qui décideront qui est responsable en cas d'erreur. Mais si demain, un médecin, par exemple, qui a délégué à une IA le fait de savoir si un patient a un cancer se trompe, qui est responsable? Le médecin, l'hôpital, le développeur, celui qui a commercialisé l'IA, le concepteur? En fait, on ne sait pas. Il n'y a pas de responsable. Et on a une dilution des responsabilités devant finalement cette chaîne. Et là, en fait, il est surtout là le problème. Derrière, il y a cette opacité totale en disant l'IA finalement c'est une sorte de boîte noire, personne ne comprend rien. Finalement, on Enfin, peut, personne ne comprend rien. enfin, personne ne comprend Des rien chercheurs à comme la vous sont décision. capables Oui, bien sûr. d'imaginer une Mais intelligence artificielle, mais bien sûr, effectivement, la probabilité finale, elle est assortie en fait de beaucoup de doutes. exactement. La probabilité finale, en fait, on a très peu de moyens, même techniques, de savoir pourquoi est-ce qu'on a telle probabilité sur telle réponse. Alors en même temps, il y a quelque chose qui est fascinant, c'est on a bien vu. Si aujourd'hui je demande à l'intelligence artificielle de me dessiner Emmanuel Macron debout sur un cochon dans le site de Rubens, je vais y arriver. Oui, alors ça, ce sont des modèles génératifs, en fait. Ouais, ouais. Ce sont des modèles qui suivent des perceptrons multicouches avec, on peut faire du texte, on peut faire de la vidéo, on peut même faire du son. Ça Il y a, paraît terriblement réel, autrement dit, il y a une espèce de vérité, en tout cas il y a une véracité du résultat final. c'est ce que j'expose concernant les deepfakes, en fait. Et là se pose aussi la question, finalement, de la preuve. Finalement, on arrive à des situations où on doit presque prouver que la preuve est bien une preuve. Et ça pose ça pose problème. Concernant le processus créatif, ce que vous soulevez est fortement intéressant puisque on voit des IA, par exemple, chanter, on voit des IA capables de faire des musiques, etc. On voit des IA capables de mimer la baffe de Brigitte Macron. Ah non, pardon, excuse-moi, non, justement, ce n'était pas l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'avait prétendu l'Élysée. Je vous ai interrompu. Non, non, mais il y a la question de savoir finalement qu'est-ce que c'est que le processus créatif et quelle est l'intention qu'on veut mettre derrière. Un processus, quand vous interprétez une chanson, quand vous composez une musique, il y a toute une émotion finalement que vous essayez de transmettre. Même quand on est enseignant, on transmet la connaissance aussi par la voix, par les gestes, etc. Et ça, une IA, malheureusement, n'a pas cette capacité-là de pouvoir transmettre une émotion. Ah, Elle va essayer de fabriquer quelque chose, elle mais ça l'abîme. restera faux. Oui, mais ça ne sera pas une véritable émotion liée à une expérience, liée à une adaptation par rapport aussi. Vous savez, on a des neurones miroirs, en fait, dans le cerveau. On capte les émotions, finalement, qui nous reviennent et on s'y adapte. Et ça, une IA n'est pas capable de faire ça. Donc, c'est bien ça toute la différence, finalement, entre la dimension humaine
notamment de l'éducation, la pédagogie, et puis des systèmes, par exemple, qui vont, certes, générer des exercices, générer, des contenus et cetera, numériques. Mais au final, pour aboutir à quoi? Quelle est l'intention derrière tout ça? Alors, d'un côté, il y a effectivement cette incapacité de l'IA à être véritablement émotionnelle et Mmh. sensible, mais, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, beaucoup de personnes disent, voilà, s'il s'agit d'établir ma comptabilité, s'il s'agit de prendre des décisions de répartition des flux énergétiques dans le réseau d'électricité, bon, il y a peu d'émotions et Oui. l'intelligence artificielle va le faire d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus sûre. Et peu à peu, on nous explique en fait que pour un certain nombre de prises de décision, voilà, l'intelligence artificielle ne risque pas de se tromper, elle le fait beaucoup plus vite en étant capable de se contrôler. Et on va jusqu'à expliquer que même la décision militaire, en fait, est parfaitement capable d'être illuminée par l'intelligence artificielle et on peut conduire une guerre maintenant avec une mystérieuse IA et on l'a vu pendant la guerre israélo-palestinienne, l'armée israélienne explique qu'elle utilise l'intelligence artificielle pour déterminer les endroits où il faut envoyer des bombes, quel type de bombes, quelle puissance de bombardement et quel temps de bombardement. Oui, alors, ça pose la question de la délégation, en fait, du pouvoir régalien, des gouvernements, sur l'IA. Hem, la véritable question, c'est est-ce que finalement on délègue à l'IA le droit de tuer des vies ou pas? Et ça, c'est un débat, en fait, éthique. C'est pas un débat technologique, ni même, on va dire, politique, c'est un débat sociétal. Est-ce que la société autorise ou pas des machines à tuer, des êtres humains? Et ça, c'est pour l'intelligence artificielle appliquée au domaine militaire, mais une IA qui décide de tuer un être humain, c'est aussi en fait nos systèmes de santé avec une intelligence artificielle qui expliquera que euh, Gisèle, 78 ans, moins de 800 euros de revenus, en fait, n'a pas besoin d'un scan. Mais alors que Albert, 44 ans, ami de Macron et possédant une start-up, lui en a besoin. Et on a peu à peu une intelligence artificielle qui, en toute opacité, va prendre des décisions de vie et de mort, non seulement sur le champ de bataille, mais en fait sur le champ de bataille de nos vies. Exactement. Dans tous les secteurs, hein, si on prend par exemple la justice, si on prend l'éducation, la santé, l'emploi, finalement tous les secteurs de notre quotidien aujourd'hui, sont, enfin, c'est même pas demain, c'est vraiment aujourd'hui, sont régis par des IA. Aujourd'hui, tous les grands groupes utilisent des systèmes pour, pour recruter de façon automatique, en triant finalement, certains profils, en écartant d'autres profils et cetera. Donc, oui, en fait, le véritable problème et c'est ce que j'adresse vraiment dans ce livre, c'est que il faut remettre des espaces, de discussion. Il faut réouvrir. Il faut permettre, en fait, aux citoyens de se réemparer du débat public concernant l'intelligence artificielle. Ce débat, aujourd'hui, il est confisqué par les géants de la technologie et par, finalement, quelques élites, par une caste politique qui s'arroge le droit de dire aux citoyens: «Vous allez vivre comme ça, vous allez penser comme ça». Et il est là le fond du problème. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre en finissant par un manifeste. Parce que je crois fortement que, à travers d'ailleurs d'autres problèmes, il y a pas que l'IA, c'est qu'aujourd'hui le citoyen s'exprime une fois tous les 5 ans en votant. Et puis finalement, le reste du temps, il n'est pas entendu. Il manifeste, mais il n'est pas entendu. Eh bien, je crois qu'il faut réouvrir justement des espaces de discussion citoyenne, pour que et affirmer que finalement la technologie doit être au service de l'être humain et non l'être humain au service de la technologie et non l'inverse. Ah, c'est votre manifeste qui se termine avec notamment le point 4, contre l'IA comme outil de surveillance et de contrôle social, contre l'illusion d'une IA sans responsabilité. Qui est responsable quand une IA discrimine un candidat, refuse un prêt injustement, prive un patient de soins? L'opacité des décisions algorithmiques est une stratégie d'irresponsabilité. C'est une stratégie mise en place en fait par ceux qui nous gouvernent sous prétexte que eux savent et sous le second prétexte à peine avoué que en fait les grandes sociétés technologiques leur imposent d'une certaine manière cet outil. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu les géants de la tech finalement qui font la pluie et le beau temps. C'est eux finalement
qui disent quelles données il faut utiliser et pas d'autres. Derrière, il n'y a aucun audit, même des bases de données, il n'y a aucun audit des systèmes. C'est ce que d'ailleurs réclamait l'américaine Cathy O'Neil dans son livre, qui est devenu un livre célèbre aux États-Unis, Algorithme, la bombe à retardement, le manuel du citoyen, qui avait été préfacé par Cédric Villani. Elle réclamait justement des audits par des institutions indépendantes pour s'assurer finalement des biais possibles dans les systèmes présents au niveau, par exemple, des prêts bancaires ou des assurances aux États-Unis. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Dans l'AI Act, il est prévu d'une certaine, on va dire, un certain système d'audit, mais sans donner aucun moyen, finalement, sans dire à quelle fréquence, par qui, pourquoi, etc. On ne sait pas. Donc, en fait, on nage en flou et on continue d'avancer. Et puis, on a cette impression que finalement, les gouvernements sont complètement en retard par rapport à toutes ces avancées. Elles ont 10 trains de retard. Et les problèmes qui vont être présents concernant les recrutements, etc., c'est des problèmes qui seront pas présents demain. Ils sont présents aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut réagir. Merci beaucoup Emmanuelle Darle. Restez avec nous et bonjour à Alexis Poulain qui va nous parler de Macron. Et vous restez avec nous. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Alors, le face-à-face, c'est entre Emmanuelle Darle, qui vient d'écrire un excellent livre, IA, Illusion d'avenir, aux éditions Résurgence, voilà, c'était marqué en gros devant mes yeux. Et j'ai été fasciné en vous lisant sur les dangers de l'intelligence artificielle. Et Alexis Poulain, qui suit avec passion tout ce que fait Emmanuel Macron, qui a un peu donné un sens à notre vie, nous autres éditorialistes, il y a une volonté d'intelligence technologique chez notre conducator, voilà, qui prétend évidemment avoir mieux compris l'intelligence artificielle que tous ceux qui l'ont précédé. Et il a lancé une intelligence artificielle éthique. Il a expliqué qu'il allait consacrer des sommes très respectables qui correspondent à peu près à 3 mois de dépenses de Google, mais lui, il va faire ça sur 10 ans pour faire une intelligence artificielle remarquable. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle d'Emmanuel Macron ? Je crois qu'Emmanuel Macron, en fait, ses propos sont à l'image finalement de sa gouvernance, totalement délirant, excusez-moi de dire ça. Penser que la France, principalement la France, va se placer au même niveau que des géants de la technologie qui vont dans ce sens depuis des décennies, c'est complètement délirant. Et c'est pas en mettant 500 millions d'euros de financement public-privé sur la table. Faut savoir qu'aujourd'hui, les investissements qui sont faits par ces géants de la technologie frisent quasiment pour 2025, c'est la projection qui a été faite, plus de 200 milliards. Donc ça se chiffre en milliards en fait, en centaines de milliards d'euros. La vraie question, c'est est-ce que cet argent public, il serait pas nécessaire ailleurs ? Je sais pas, moi je suis à l'université, on a des amphis qui sont pas chauffés. Je vois mes enfants aller dans des écoles où il manque des profs. On attend des heures et des heures, peut-être même des demi-journées entières aux urgences. Est-ce que cet argent-là, il serait pas justement, il serait pas nécessaire ailleurs ? C'est ça la vraie question. Alors on peut aller essayer de dire oui, demain on fera des médecins IA, etc., avec des cabines de diagnostic, c'est pratiquement son rêve, en fait, finalement, remplacer l'être humain par des machines, à croire que finalement, à se demander s'il aime vraiment l'être humain, moi, je pense que non. Il a évité de se reproduire, déjà. Oui, ça en dit long, je pense. Donc, voilà, je crois qu'on est en vérité... On nage dans un véritable délire. Moi, j'ai été longtemps experte à la Commission européenne où j'expertisais des projets justement sur l'appel à projet Horizon 2020 avec des projets chiffrés à plusieurs dizaines de millions d'euros. J'ai vu la Commission européenne dépenser des sommes faramineuses pour des projets qui n'ont jamais abouti. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, moi, je me pose la question de savoir, oui, de l'argent, il y en a.
mais en fait, pas pour tout le monde finalement. Et pas pour les bonnes personnes. Exactement. Alexis Poulain, sur cette intelligence artificielle et sur cette gouvernance des deniers publics, une question pour Emmanuel Darle. Ouais. En fait, c'est ce que vous venez de dire. Le problème, c'est qu'on a l'impression que cette révolution de l'intelligence artificielle va vraiment changer la donne dans tous les domaines, hein, que ce soit la défense, la vie de tous les jours, vous l'avez dit. Et moi, de mon point de vue, hein, qui m'intéresse de près à ce dossier, l'impression que les Européens se disent, cette fois-ci, on ne doit pas rater le coche. Parce que les Européens ont totalement raté le coche des GAFAM, hein, des réseaux sociaux, des plateformes, et nous sommes en fait des nations vassalisées numériquement. Et là, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans cette révolution de l'IA un moyen de dire on pourrait avoir une IA française, pourquoi pas européenne, hein, dans le bon sens du terme, et surtout ne pas redevenir à nouveau les dindons de la farce ou les suiveurs, comme c'est le cas, puisque maintenant nos données de santé sont données à Microsoft, la défense a été obligée de faire des contrats avec Palantir, enfin bref, tous les GAFAM aujourd'hui ont la main dans les données des Français, et est-ce que l'IA, c'est pas justement un moyen de sortir de cette vassalité ? Alors, je crois que si on voulait vraiment sortir de cette vassalité et redonner finalement de la souveraineté, notamment à la France, mais à d'autres pays hein, de l'Union européenne, la première chose qu'on ferait, c'est mettre en place déjà des systèmes dans l'administration publique qui seraient non pas des systèmes Microsoft, mais on irait plutôt vers du logiciel libre. Ouais. L'IA, concernant l'IA, au niveau des parts de marché, au niveau du secteur économique, l'Europe, c'est 15%, les États-Unis, c'est plus de 40%. Donc, vous voyez, il y a quand même un gap qui, même si on injectait des milliards, je ne sais pas d'où ils viendraient, mais on injectait des centaines de milliards, on n'arriverait pas à revenir dans la course, parce qu'on vient trop loin. Moi, faut baisser les bras parce qu'on est déjà en fait, on a déjà perdu cette course-là en fait. Moi, je pense qu'on a perdu déjà cette course-là, mais surtout qu'il n'y a pas cette volonté finalement de donner de la souveraineté. Moi, je vais vous parler en tant qu'ancienne experte de la Commission européenne. Nous, on faisait nos réunions donc sur des projets européens, on les faisait sur Teams. Teams, c'est Microsoft. Oui, on parlait de choses sensibles, logiquement, avec des projets de recherche de plusieurs universités européennes, etc., avec des systèmes de Microsoft. Il n'y a déjà pas cette volonté d'aller vers des outils libres, sortir finalement des outils détenus par les GAFAM. Donc, je ne vois pas bien comment, finalement, on arriverait à dire on va faire des systèmes d'IA pour concurrencer, par exemple, Microsoft ou l'IA d'Elon Musk, etc. C'est complètement ubuesque. Par contre, derrière, il y a aussi ça reste un business. Parce que faut bien comprendre que derrière chaque denier injecté pour la recherche, les entreprises privées récupèrent quelque part des cadeaux fiscaux. Avec le crédit impôt recherche, notamment, ce qu'on a en France, c'est 60% des sommes engagées. Donc, il y a une forme, on va dire, de cadeau fiscal fait aux entreprises par le biais de l'intelligence artificielle. On a l'impression que c'est un peu la recette magique quand on veut avoir des deniers publics. Voilà. Cette intelligence artificielle, vous le soulignez à l'abondance dans votre livre IA, illusion d'avenir, elle est partout et c'est la puissance politique en France, en Europe, dans le monde, qui à chaque fois la pousse. Pourquoi est-ce qu'il y a cette telle fascination pour un système irresponsable, opaque? Est-ce que c'est précisément parce que le gouvernement peut enfin se débarrasser de toutes les décisions pénibles à prendre sur une machine prétendument infaillible? Je crois que vous avez une bonne vision, justement. La question de dire, finalement, s'il y a un problème, c'est pas moi, c'est l'IA. Je crois que la réponse, elle est là. Enfin, moi, je vois que ça, finalement. De dire, par exemple, s'il y a des drones tueurs qui tuent pas forcément les bonnes cibles, c'est pas de notre faute, c'est les drones, hein, voilà. Donc, il y a aussi cette volonté d'introduire, je pense, chez les citoyens, une sorte de fascination pour la technologie,
et pour conduire à un système, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être plus totalitaire, plus autoritaire, euh, sans leur donner, sans leur confier finalement la responsabilité de savoir qu'est-ce que la société euh, délègue ou pas à ces intelligences artificielles. Et ça, c'est une perte de pouvoir, c'est une perte de souveraineté citoyenne déjà à la base. Aujourd'hui, de toute manière, il n'y a plus de débat public. On prend le cas des vaccins. À quel moment est-ce qu'on a dit, à quel moment on a fait un débat public autour de la vaccination pour savoir finalement si les personnes étaient d'accord d'être des rats de laboratoire? Parce que c'est ça la vérité. La population a été des rats de laboratoire. Donc, à quel moment est-ce qu'on a dit, OK, ben, alors par contre, on vous prévient, s'il y a un problème, ben, en fait, nous, on n'est pas responsables. Et les labos non plus, d'ailleurs. Ça, vous faites allusion aux contrats qui ont été signés par l'Union européenne avec Pfizer, où on explique que Pfizer ne sera pas du tout tenu pour responsable de tous les accidents qu'il pourrait y avoir. Mais c'est exactement le même cadre, en fait, avec l'IA. C'est pour ça que finalement, le combat qui a été fait... Moi, j'ai participé au combat autour du Covid. Je retrouve dans le combat autour de l'IA, contre l'IA, justement, les mêmes signaux d'alerte, en fait, les mêmes marqueurs. Et c'est ça que je trouve réellement hallucinant, c'est que finalement, les pouvoirs politiques qui se disent même d'opposition sont pour l'intelligence artificielle. Vous prenez le livre blanc de l'intelligence artificielle du Rassemblement national, il vous dit l'IA c'est fabuleux, allons-y, allez, marche, voilà, allons-y, ça va révolutionner notre monde. Vous prenez le livre blanc du Parti Reconquête, on vous dit dans le livre blanc, il faut mettre des data centers partout, et puis il faut développer, il faut voilà. Donc, à aucun moment on s'interroge, finalement, où est-ce qu'on met des garde-fous? C'est ça la véritable question. Où est-ce qu'on met des garde-fous? Et il n'y en a pas de garde-fous. Et ce qui est de fascinant dans votre livre, c'est qu'on voit bien qu'on n'est pas en train de parler d'un avenir proche, on est en train de parler d'un présent, et d'un présent installé depuis des années. C'est-à-dire, tout ce qui était théorique il y a 20 ans est devenu expérimental il y a 10 ans, et est devenu effectif il y a 5 ans. Et là, on nage dans un univers gavé d'intelligence artificielle, dans l'opacité la plus complète, puisque, vous l'avez souligné, il n'y a pas d'autorité indépendante pour vérifier quelles sont les données sur lesquelles ces intelligences artificielles ont été entraînées, et il n'y a jamais d'évaluation de la pertinence des décisions produites. Non, et ça va même au-delà. C'est-à-dire que dans l'AI Act, par exemple, c'est aux concepteurs des intelligences artificielles de dire s'ils jugent leur intelligence artificielle dangereuse ou pas. C'est un peu comme si on demandait à Emmanuel Macron de nous dire si sa politique est bonne ou non. Oui, Ouais, ou à Pfizer de dire est-ce que votre vaccin produit des effets indésirables ou pas. Effectivement, ils vont pas vous dire oui, effectivement, ça peut être dangereux. Non. Et puis il y a des tas de zones grises, notamment dans le secteur de la recherche, où là, dans le secteur de la recherche, on peut faire tout et n'importe quoi. Voilà, tout est c'est open bar, comme on dirait. Donc il n'y a pas de cadre réellement pour aller réguler. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est un problème fondamental. Il faut aujourd'hui que soit le citoyen se réempare du débat public, parce que franchement, aujourd'hui, on a très peu de chance, parce qu'on est tellement, on va dire, manipulé, contrôlé par finalement ce gouvernement qui supprime même de YouTube les contenus qui vont pas dans son sens. Ou soit alors, à un moment donné, il faut qu'il y ait des pouvoirs politiques qui s'emparent du dossier et qui se posent les bonnes questions. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'être d'accord sur tout, mais à un moment donné, il faut que, justement, on puisse permettre aux citoyens d'avoir un espace de régulation, de mettre en place des structures d'audit indépendantes, comme un peu ce qu'il a manqué sur la vaccination. Moi, j'ai envie qu'on puisse prendre vraiment, qu'on puisse tirer les leçons de la crise. Évidemment, en France, c'est un peu compliqué puisque c'est l'un des rares pays où aucune leçon n'a été tirée, puisqu'on continue à nous expliquer que tout a été parfait. Alexis Poulain, une dernière question pour Emmanuel Darle, en 1 minute.
La question, c'est effectivement, vous dites qu'il y a le fait que tous les partis sont d'accord. Enfin, c'est un peu les moutons de Panurge, hein. Tout le monde suit en disant qu'on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, sans la révolution technologique? Est-ce qu'il faut simplement dire, on doit avoir une vision très critique et sortir, en fait, de cette course à l'IA? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devient? Oui, alors votre question, merci beaucoup Alexis, elle est très intéressante. Moi, mon discours, il n'est pas technophobe. Parce que je vais vous Mhm. dire, je suis une amoureuse de la technologie. J'ai allumé mon premier ordinateur, j'avais 11 ans, j'ai commencé à programmer, j'en avais 20. Je suis une amoureuse de la technologie et mon discours dans mon livre, il n'est pas du tout pour aller dire on va revenir à l'âge de pierre, on va arrêter, voilà, on va arrêter l'intelligence artificielle, etc. Non. Moi, mon discours, il est purement citoyen, il est dans un cadre de vigilance active. L'idée, c'est vraiment à un moment donné, de dire il faut que le citoyen, justement, se réempare du débat public. Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on délègue ou pas à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on lui délègue un rôle régalien? Qu'est-ce qu'on lui donne finalement à faire? Et qu'est-ce qu'on n'autorise pas à faire? Voilà. Merci Mhm. beaucoup Emmanuel Darl, merci beaucoup Alexis Poulain. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir souvent avec vous sur cette vigilance citoyenne qui est la vôtre et surtout sur la manière dont le Covid effectivement est la toise avec laquelle mesurer tous les dangers qui nous attendent. Merci beaucoup.